Alors, je vais vous parler du non-verbal. J'attache beaucoup d'importance au non-verbal, et donc j'ai tendance à me méfier du verbal. Je ne parle pas de la discussion dans les cafés philo, dans les conférences, etc. Je parle dans dans les relations humaines, relations quotidiennes, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou du moins avec lesquels on peut avoir une communication qui est très primaire d'une certaine manière. Je vais prendre un exemple qui pourra paraître un peu scandaleux. Prenons un chien. Un chien, je ne vais pas lui demander si je peux le caresser ou pas. Il ne parle pas. Donc je vais communiquer avec le chien au niveau du non-verbal. On est d'accord là-dessus. C'est vrai aussi pour un chat d'ailleurs. Avec les animaux de compagnie, d'ailleurs, d'une manière générale, la règle, c'est le non-verbal. Parce que même si les gens parlent à leur chien, si on peut dire, c'est une façon de parler, c'est une façon de créer une sorte de sonorité, mais ils ne comprennent pas le détail de ce qui est dit, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Alors, est-ce que l'on peut comparer la fête de... Parce qu'on peut aussi vouloir caresser un chien et que le chien n'ait pas du tout envie d'être caressé. Là, on risque de se faire mordre, en tout cas de le faire aboyer. Donc, est-ce que savoir caresser un chien et savoir quand on peut le caresser, est-ce que c'est comparable au fait de savoir prendre la main d'une femme ou la caresser quand je dis caresser, je ne parle pas, je dis la caresser, lui effleurer le visage ou toucher vaguement son épaule, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de sexe à ce niveau-là. Hein. Même que quand on caresse un chien, c'est pas pour c'est pas pour faire l'amour avec lui. Donc, moi je dis qu'on est dans le non-verbal et que seules les personnes qui sont dans le non-verbal réussissent sur le plan sexuel. Parce que quand on est dans le non-verbal, on ne peut pas se payer de paroles. Il faut assurer. Il faut que les actes parlent par eux-mêmes. L'impuissant, bon, il va peut-être parler beaucoup, offrir des fleurs. Bon, encore qu'offrir des fleurs, c'est aussi du non-verbal. Mais il va compenser par des paroles, alors que finalement, rien ne vaut la présence, le contact visuel, le plaisir d'être ensemble, d'avoir des corps qui s'entrecroisent, qui s'emboîtent, etc. C'est ça qui est le non-verbal. Et le non-verbal, ça renvoie à l'enfance, à l'enfance et même avant la naissance même. Et donc c'est un moment très important. Je ne sais pas si Freud a parlé de ça, il a parlé de la sexualité de l'enfant, mais il n'a pas parlé du non-verbal. Enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de Freud, hein, mais il me semble intuitivement qu'il n'a pas parlé du non-verbal et qu'il a sous-estimé l'importance qu'il y a à la régression, entre guillemets, vers le non-verbal, qui est quelque chose qui n'est pas uniquement sexuel, stricto sensu. Là. Bon. La danse, par exemple, le fait de danser avec quelqu'un, c'est aussi du non-verbal. Donc la société envisage, établit, propose des solutions de relations non-verbales, NV. Et il semble qu'on ait besoin de cette soupape de sécurité, si on peut dire comme ça. Enfin, on a besoin de cette possibilité du non-verbal. Et, euh, et souvent, on en est frustré, justement. On en est frustré et on n'est même plus capable de fonctionner dans le non-verbal. On n'a pas de confiance en soi dans le non-verbal. Et donc, on est dans le verbal. Et donc, on est dans ce que les gens disent. Et en même temps, euh, la parole, euh, la parole peut être quelque chose de très nocif, et très nuisible et très toxique. C'est pour ça que je dis parfois, les insultes peuvent être plus problématiques que les coups, à la limite. Hein. Surtout quand
sont des coups qui sont mesurés, comme par exemple une petite gifle ou un petit coup de pied, etc. On va dire, bon, est-ce que c'est... Bon, personnellement, je crois que euh, parfois il vaut mieux, par exemple, quand quelqu'un parle trop longtemps, on lui fait des signes, on ne va pas l'interrompre en lui disant arrête-toi, on lui fait des signes, parce que ça, on ne veut pas que ça apparaisse à la caméra, que ça s'entende. Il faut savoir s'exprimer par le non-verbal. Je ne dis pas qu'il faut apprendre le langage des signes, mais il y a tout par exemple, il y a des mimiques, par exemple. Les mimiques, c'est important. Les attitudes, les gestuelles. Et là, justement, pour rebondir sur la précédente vidéo que j'ai faite aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est propre à un groupe. Hein. Euh, la façon dont dont on dirige les yeux, dont on plisse la bouche, etc., tout ça, ça fait partie de signaux qui sont importants à capter. Et si on n'a pas appris à les capter, ou s'ils ne sont pas les mêmes dans une autre culture, et s'ils ne sont pas les mêmes dans une autre race, c'est encore plus évident. Hein, l'Africain, par sa structure physique, faciale, n'aura pas les mêmes messages, n'aura pas le même langage non verbal que le chinois ou que le caucasien. Voilà. Donc le non verbal, c'est fondamental parce qu'il n'est pas universel. Il est aussi lié à des groupes de gens et c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas tellement finalement. Hein. Mais que l'enfant apprend quand il est dans son milieu, il apprend à décrypter le non-verbal. Mais s'il est né dans un autre milieu que celui où il va vivre, eh bien, son décryptage du non-verbal ne sera pas approprié dans le cas où il y aura une intégration, ou une tentative d'intégration ailleurs. Et toute personne qui change de milieu va se confronter avec un problème de non-verbal qui ne sera pas adéquat. À la fois de sa part et à la fois qu'elle ne comprendra pas chez les autres.